Est-ce qu'il y a une épée de Damoclès invisible qui plane au-dessus de ce qu'on prend absolument pour acquis depuis 1945, c'est-à-dire la liberté de navigation et la liberté des mers, dont on commence à voir, on la voit caler en ce moment au détroit d'Ormuz, donc, etc., mais qui est quelque chose auquel on réfléchit, somme toute, assez peu, en tout cas dans le grand public. Évidemment, les marines y réfléchissent, mais bon, voilà. La mine est l'objet par excellence qui permet de remettre en cause cette impensée et ce postulat de base du commerce mondial, quoi. Absolument, et d'autant plus que le deal implicite depuis 1945, c'était que les Américains étaient l'espèce de garants bienveillants de la liberté de navigation et que, bon an, mal an, chaque fois qu'il y avait une menace sur la liberté de navigation, l'US Navy était là et restaurait la liberté de navigation contre toute menace étatique ou non étatique. Bon, là, on a bien compris des déclarations de l'administration Trump quand ils se sont battus contre les Houthis qui commençaient à en avoir assez de faire ça gratuitement pour le bien commun. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a personne d'autre qui a envie de se battre pour la liberté de navigation. Face au problème Houthi, les pays occidentaux ont dit à la Chine, comme à Ziogar, c'est dans l'intérêt général de rouvrir ces rails de navigation. Et les Chinois ont dit non, nous on s'occupe des bateaux qui nous intéressent, on va négocier. Ça ne nous intéresse pas de faire des opérations communes avec vous. Les Français et les Britanniques y sont allés, on était un peu tout seuls, et puis on n'a pas des capacités extensives à l'infini. Et donc le danger finalement, c'est qu'il n'y ait personne qui prenne la place des Américains. Ce qu'on commence à voir aussi vis-à-vis des Iraniens et des négociations qu'il peut y avoir avec la Chine, donc là ça nous éloigne des mines, on est plus dans la liberté de navigation, mais on se rend compte qu'il commence à y avoir des négociations pavillon par pavillon. Et là, c'est aussi assez vertigineux parce que quelque part, ça serait un peu la fin des pavillons de complaisance. C'est-à-dire que si pendant des siècles, le pavillon marchand britannique était aussi puissant, c'est parce qu'on savait que si on tirait sur un bateau qui battait la Red Ensign, donc le pavillon marchand britannique, immanquablement, il y avait les bateaux de la White Ensign, donc de la navire de guerre de la marine de guerre anglaise, qui allaient venir vous tailler en pièces. Et donc, il y avait un intérêt pour les armateurs à payer leurs impôts dans les pays qui avaient des grosses marines de guerre, parce que, voilà, bon, après 1945... on va dans des pavillons de complaisance, puisqu'on sait que finalement, il y a une police des mers pour le bien commun qui s'assure que l'ordre règne partout, et donc on peut tous aller dans des pavillons de complaisance. Mais en vrai, si demain il faut négocier sa survie en mer, c'est pas le Panama, les îles Marchandes ou les îles Cook, il n'y a aucun mépris envers ces pays-là, c'est juste que c'est pas eux qui vont aller défendre les pavillons marchands. Donc il y a un risque non nul qu'il n'y ait pas une forme de démondialisation, parce qu'on ne va pas casser le commerce maritime mondial, mais une forme de retour à des logiques plus pavillonnaire, où on va refaire du commerce un peu plus le fusil sur l'épaule. Et donc, c'est vertigineux comme question. Mais est-ce qu'il faut réarmer les navires marchands comme on le faisait avant 1856 ? Est-ce qu'il faut à nouveau escorter dans les eaux en permanence ? Qui va payer pour ces escortes ? Qui va payer pour les surcoûts liés à la protection des navires ? Quid de la loyauté des équipages marchands ? Est-ce qu'ils vont accepter de tirer ou pas dans telle ou telle zone ? Est-ce qu'il faut que du coup les équipages soient au nouveau nationaux ? Mais quid de leurs conditions de travail ? Enfin, voilà, on se rend compte que la mondialisation du commerce maritime, elle reposait sur le fait que, et au-dessus de la mer et sous la mer, il n'y avait pas vraiment de menace. Et quand il y en avait une, les Américains étaient là pour faire le job bénévolement, entre guillemets. Là, on est peut-être à la fin de cette époque. C'était jamais bénévole, mais c'était dans un intérêt bien compris de leur part. Mais effectivement, bon, ça ouvre des questions assez vertigineuses.